Voilà, ça c'est la BD sur les patates. Je vais la mettre un peu en zoom arrière, voilà. BD sur les patates, c'est une BD qui m'a été commandée par la Chambre d'agriculture de l'Aude pour faire la communication sur leur recherche sur des variétés de nouvelles pommes de terre pour remplacer la Mona Lisa. C'est la variété un peu que tout le monde aime et que tout le monde utilise, mais qui est en fin de vie, malheureusement. Et que donc il faut trouver des variétés alternatives. Alors, rapidement, ça va pas plus. On voit pas bien la BD, il faudrait switcher la scène. Ah oui, bien sûr. Hop, voilà. Hop, voilà. Voilà, donc voilà. Bah, on va lire ensemble, comme ça. Et on verra ce qui se passe. Alors, ça se passe où, sa dégustation, exactement ? À la cantine scolaire de Chalabre, proche du Pays de Sceaux, dans les Pyrénées audoises. Tu voudrais déguster toi-même ou rester en observateur ? Ah bah, c'est mieux si je déguste, non, pour la BD. Mais j'ai de la route quand même. De la route ? Mais comme je t'ai dit, c'est une dégustation de pommes de terre, hein, pas de vin. Ah, mais oui, bien sûr. J'avais oublié. Bon, pas de problème pour la dégustation, alors. Ah, d'accord, je te prépare ça. Alors, il roule. Allez, ça rame. Il roule dans la campagne. Hey, salut Nicolas. T'as fait bonne route, JB ? Viens, on se promène un peu pendant que je te fais le topo. Attends, je vais enlever ça pendant que je lis, sinon c'est très pénible. Voilà. Alors, tu fais une thèse sur les patates. Non, en réalité, je fais une thèse à la Chambre d'agriculture de l'Aude sur les processus d'innovation interactive, c'est-à-dire des démarches de recherche et développement directement initiées par les agriculteurs eux-mêmes dans le cadre de l'accompagnement de la coopérative du Pays de Sceaux. Je cherche à comprendre comment on peut tirer des enseignements à partir des expérimentations que mènent les producteurs de pommes de terre dans leurs champs. Et donc les producteurs de pommes de terre font de l'expérimentation. Hein. Musique de Final Fantasy VII. Ouais, c'est des musiques de jeux vidéo chill. C'est une liste de lecture sur Spotify. Jeux vidéo chill, normalement. C'est pas striké. Enfin, c'est pas striké d'ailleurs. Des expérimentations sur les patates ? Exactement. Jusqu'à aujourd'hui, le consommateur est attaché à la Mona Lisa, une pomme de terre qui s'adapte bien à toutes les cuissons. Vapeur, four, frites, elle est polyvalente. Mona Lisa, c'est une patate ? Oui, mais on commence à manquer de semences, elle vieillit. Elle est surpassée au niveau du rendement par d'autres variétés. Et les semenciers s'en détournent. Et c'est moi la best patate ever. Ouais, c'est ce qu'elle croit, la pauvre. Ah, splendeur et misère des pommes de terre. Le problème, c'est que le consommateur ne jure que par elle. Il faut donc trouver une variété aussi polyvalente, mais adaptée au changement climatique, au terroir montagnard du Pays de Sceaux. On la cultive à pas moins de 800 mètres d'altitude. Il faut aussi que les nouvelles variétés rentrent dans le cahier des charges de la coopérative. Oui, il y en a d'autres après. Mais pas sur cette planche-ci. Il faudra suivre les prochains streams pour les voir. Les visages de Mona Lisa dans la patate. Il y a des patates qui ont d'autres noms rigolos. C'est comme une sorte d'AOC des patates ? Pas exactement, mais il y a un cahier des charges qui encadre les pratiques et impose des standards de production. Pas d'irrigation, pas d'antigerminatif. Wow, cool. Et comment ils en sont arrivés là ? En 95-2000, c'est la crise de la vache folle. Pour aider les éleveurs à se diversifier, un élu de la Chambre d'agriculture de l'Aude, Gérard Bedos, cherche à redynamiser la production de patates. Une culture historique, dans les bonnes terres du plateau montagnard. Plus charnue, sans irrigation, au goût particulier, moins chargé en eau qu'en plaine, pas besoin d'antigerminatif pendant le stockage. Grâce au froid montagnard, c'est une culture écologique. Mais viens, la dégustation va commencer. Alors là, il y a Mona Lisa qui fait fi, et puis t'as l'autre patate qui dit « Ah, nous, on est des patates écolos !» Voilà. Bon. Il n'y a pas de classisme là-dedans. Allez. Donc là, ça, c'est mon crayonné. Donc, j'avais fait un storyboard que j'avais fait en direct stream, d'ailleurs. Hein.
Donc, pour ceux qui les plus fidèles parmi les nombreux viewers du chat, vous avez pu voir ça, la création du storyboard. Et là, j'ai fait le crayonné en cachette, voilà, il y a quelques jours. Parce que j'avais pas, j'aurais bien streamé, mais j'avais pas d'internet à ce moment-là. Donc, c'était embêtant. Et voilà. Donc maintenant, je vais faire le crayonné. Donc je crayonne pas pour ceux qui, les fidèles de la chaîne le savent, je crayonne pas directement sur mon crayonné. J'encre pas directement sur mon crayonné. Donc sur une autre feuille. Et je décalque simplement grâce à la table lumineuse. Voilà. Alors là, il faut que j'éteigne la lumière. Alors, oui, sans parler de la Maïwen. Ouais, mais tu spoil. Exact, il y a la Maïwen aussi. Donc, il y a une patate qui a la tête de Maïwen. Alors, mais ça sera pour ceux qui verront le stream de peut-être demain, si j'arrive à ancrer totalement cette planche aujourd'hui, mais vu que j'ai pas commencé, pas sûr. Alors, j'ai un nouveau papier. Bon, il a l'air assez semblable à celui que j'utilisais avant. Ça devrait pas me trop... Donc, j'ai acheté une nouvelle encre parce que celle que j'utilisais, la Dalbe, là. Avant, j'utilisais ça. C'est de l'encre de Chine de Dalbe. Qui est pas mal, hein, qui est pas mal. C'est même pas marqué. C'est pas la Dalbe. I love art, I love art. Voilà. Simplement, quand elle sèche, elle se transforme en plastique et elle bousille. Oh là là, c'est très très jaune. Hein. Et là, j'ai pas moyen de changer la couleur. Je sais pas pourquoi c'est jaune comme ça. Elle a tendance à bousiller mes pinceaux. Je ne sais pas qu'on bousille mes pinceaux. Là, je me suis d'ailleurs acheté d'autres pinceaux. Mais c'est un peu les mêmes. Ah, ça, c'est des vieux. Ah, voilà un nouveau. Un nouveau, ça. Bon, j'utilise des pinceaux synthétiques parce que les pinceaux en martre, c'est difficile à trouver. Puis, c'est pas gentil pour les martres. Ils sont de charmants petits animaux. Et je me suis acheté des feutres grande innovation, Micron. Alors, je pense que bon, je vais quand même ancrer à la plume, parce que c'est plus joli. Mais peut-être pour certains trucs, je ferai au feutre. On verra. Voilà. Et donc, j'ai pris cette encre, qui est de l'encre pour manga. Uretake. Et qui, elle, quand elle sèche... Bon, elle, par contre, c'est pas de la vraie encre de Chine. C'est un immense de trucs chimiques, je crois. Mais au moins... Quand elle sèche, elle se transforme pas en plastique, elle reste bien liquide. Ce que je cherche. Hop, voilà. Alors, on va commencer. Donc, je vais ouvrir mon pot d'encre sous vos yeux ébahis. Et puis aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une vidéo parce que je parle moins quand je... Alors, j'espère que je vais pas devoir faire 15 000 réglages pour prendre la vidéo. Alors, un truc qui se casse la gueule, voilà. Donc, on va lancer la vidéo. Est-ce qu'on va l'entendre? Je suis pas sûr. Il se passe plein de choses aujourd'hui. Alors, voyons voir. Je vais baisser. Alors, est-ce que on entend la vidéo? Pas du tout. Ah, ça j'aime. Ça j'aime quand ça marche pas parce que c'est toujours agréable. Là, vous entendez pas la vidéo, hein, on est d'accord. Vous n'entendez rien. Ouais, ils sont partis. Hein. Propriété. D'une certaine forme de vérité. Alors, s'il vous plaît, on ne ferme pas les portes en mode de Covid. Ah, ça marche ça. Voilà. Je préfère avoir froid que le Covid, même en étant vacciné. Ah, c'est une vidéo du temps du Covid, apparemment. Donc, dans cette définition du débat, je trouve qu'on... Alors, attends, je vais remettre du début, du coup, parce que sinon, on va pas comprendre. Qu'est-ce que c'est débattre? Alors, c'est pas assez fort, oui. On est d'accord. Savoir les exposer, mais aussi et surtout savoir écouter ceux des autres, et même, voilà. Parfois, changer d'avis suite aux arguments des autres. Là, c'est bon. Moi, ça, c'est l'essence du débat. On en reparlera voilà, là, c'est bon. avec nos intervenants. Allez,
Je commence à dessiner. Mais du coup, l'objectif, c'est d'arriver à échanger argument contre argument, d'être capable de changer d'avis pour faire émerger, de Voilà. rapprocher d'une certaine forme Donc, de vérité. Alors, s'il vous C'est plaît, un on le fait opening, paniquement, donc. en mode de Covid. Ah, mais il n'y a pas là. Voilà. Je préfère avoir froid que le Covid, même en étant vacciné. J'ouvre mon pot d'encre. Waouh, c'est noir. Donc, dans cette définition du débat, je trouve qu'on retrouve Je trempe la plume dedans pour la forme première fois. C'est un de mouvement, définition de un l'esprit moment critique. émouvant. Hein, savoir avec de la méthode, savoir questionner ses propres Voilà. croyances et se les remettre en question si besoin. Ah, c'est Donc, magnifique. On peut se dire légitimement que le débat est une bonne entrée en matière pour éduquer à l'esprit critique. Le débat posons-nous la question, est-il un bon croyance outil pour éduquer à l'esprit Ça critique? s'appuie sur des faits scientifiques. Donc, pour en débattre et pour nous apporter un éclairage, je vais laisser mes trois intervenants se présenter, en commençant par Eric et Lorraine. Hop, non, la règle, c'est je garde un micro. Pas fou. L'expérience qui parle. Tu gardes le Covid. Il est obsédé par le Covid. Bon, après. Bonjour, alors je me présente, je m'appelle Eric Lowen. Alors moi j'ai la particularité de ne pas travailler avec les enfants. Donc Mais pourquoi, dès il y que a je des choses touche qui un seront truc, liées il y a à ça. qui... Je le précise, moi je ne travaille qu'avec des adultes de Voilà. un certain âge jusqu'à un certain âge. Voilà. Et donc, je m'occupe à Toulouse. Le mec se disculpe donc, déjà l'université d'être un peu populaire. Il s'avère criminel. que dans nos activités, nous nous occupons de Café Philo. Il y a le Café Philo de Toulouse, mais en fait, on a un réseau de Café Philo depuis 1997. Donc, pour vous donner une idée, à Toulouse, on est Alors, je vais prendre mon les micro jeudis pour faire le soirs gras. en continu depuis Donc, il parle de ses 1997, activités plus dont la on se période des fiche. vacances. Donc, rien que sur ce Café Philo, j'ai dépassé Ça les aussi, 1000. c'est un opening, J'ai arrêté de puisque compter les 1000 j'ai pas débats encore dessus. utilisé ces Et fautes. ensuite, on en a d'autres sur Albi, sur Foix, du côté de Limoges, sur la Haute-Vienne, voilà, ou à d'autres époques. Voilà. Donc en tout, super. je n'ose compter le nombre de débats que nous avons organisés, que nous continuons d'organiser. Ah, j'ai d'ailleurs participé à un de ces débats, dans pas un débat, mais une conférence que j'ai donnée sur la comme par hasard sur la biodynamie. Ah oui, c'était là dans l'association Aldébaran à Toulouse, donc voilà, j'ai expliqué ce que c'était la biodynamie, les liens avec l'anthroposophie et pourquoi c'était pas forcément terrible. Voilà. Donc, sauf que je l'ai bien dit, moi je ne travaille qu'avec des adultes, pas avec des enfants. Oui, on a compris, t'es pas un pédo, d'accord. Bon, c'est un humour un peu 80 là que je vous sers. Hein. Il va falloir que je réhabitue à être woke. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc tout ce que je vous ai lu en 5 minutes tout à l'heure, hein, je vais mettre 1 heure maintenant à le réécrire péniblement à la main, tel un scribe du Moyen-Âge. Et vous allez me dire, hein, pourquoi tu fais pas ça à l'ordinateur? Surtout que je l'ai déjà fait à l'ordinateur pour le storyboard. Eh ben, je vais vous répondre parce que je trouve ça plus joli à la main. Voilà, tout simplement. Donc nous accueillons les gens dans le cadre débat. Il y a un dispositif effectivement qui est organisé pour en quelque sorte créer les conditions du débat. Donc moi je pourrais parler avec donc cette double casquette à la fois d'animateur avec une certaine expérience et aussi de formateur à l'animation de Café Philo, puisqu'on a voilà, les cafés philo. de philo académique est destiné à former des animateurs, c'est là-dedans philo, que j'ai des animateurs de la parole. J'ai donné une conférence. Voilà. Alors moi, je travaille C'était avec les rasoirs doc, d'ailleurs. à contrario, je m'appelle Malicia Mévencan, je suis journaliste et également directrice éditoriale chez Milan Presse, qui est un éditeur spécialisé pour les enfants de 0 à 15 ans sur Toulouse. Et je m'occupe plus particulièrement des magazines pour les enfants de 8 à 15 ans, donc en pleine construction d'esprit critique. Et j'ai une formation initiale en philosophie. Donc, je suis très sensible à toutes les questions autour donc, du débat et de l'esprit critique, évidemment. Notamment, j'ai à cœur de développer l'esprit critique des futurs citoyens. Voilà. Et donc, j'ai créé, il y a quelques années, suite aux attentats de Charlie Hebdo, contre Charlie Hebdo, une mallette pédagogique pour les enfants de cycle 3,
sur comment débattre de l'actualité en classe. C'est très bien le plus feutre tard. pour les écritures en gras. Très content. Kevin de Chéchy, je suis jeune chercheur en sciences de l'éducation et spécialisé sur l'esprit critique. Et je suis aussi consultant et formateur auprès d'adultes. Et voilà. Ok. Le pays de Merci, Sceaux, c'est dans l'Aude. Donc pour commencer cette Non, table je me ronde, trompe. j'aimerais, Je me ça trompe. c'est un peu ma tradition pour ceux qui me suivent un peu dans cette salle, j'aime bien définir les termes. Est-ce qu'on pourrait définir, bon, l'esprit critique, ça tout le monde le fait, donc c'est sympa, on peut voir de table ronde en table ronde les différences. L'important, c'est Et surtout, toujours pas ce qu'est-ce que qu'un c'est. débat et bon débat. Qui veut commencer? De manière très 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 minimale, on peut définir un débat comme un échange entre au moins deux individus. Un échange verbal, ça peut passer par l'oral ou par l'écrit, entre au moins deux individus, et dans l'idéal où il y a au moins un point de désaccord. Et après, un bon débat, ça c'est plus compliqué à définir, mais je dirais que ça dépend de vos objectifs. Voilà, si un débat c'est pour persuader les autres à tout prix, comme un débat présidentiel, un bon débat Bon, c'est le débat quand vous avez présidentiel, réussi à personne montrer veut- en quoi Personne n'espère votre opposant ou votre convaincre l'autre. opposante est nul, et vous êtes génial. Ouais, Si c'est plutôt l'objectif ça. c'est d'avoir un débat collaboratif, ça va être de co-construire avec autrui. Si votre objectif c'est d'avoir un débat de négociation, ça va être un entre-deux. Voilà, donc on pourra approfondir par la suite, mais c'est surtout aussi, il y a différents types de débats avec différents objectifs dans des contextes différents. Je pense avant tout déjà se poser cette question-là pour définir ce que c'est qu'un débat réussi. Alors, juste avant que tu prennes la main, du coup, moi ce que je voudrais savoir, c'est quand on parle du débat pour éveiller à l'esprit critique, de quel débat on parle? J'imagine qu'on ne parle pas exactement du débat politique. Non. Dans ce cadre-là, du coup, ce qui émerge dans la littérature, c'est en effet un certain type de débat, le débat collaboratif. Donc on entend débat collaboratif par le fait qu'on va partager un but commun et que ce but, on souhaite qu'il soit des visées dites épistémiques. C'est un peu le mot jargonnant pour dire en lien avec des connaissances ou le fait de connaître quelque chose. Par exemple, Voilà, mais dans cette chaîne, on connaît très bien l'épistémologie et tous les termes apparentés, puisque la série et même la chaîne quasiment s'appelle Épistémé. D'ailleurs, en parlant de ça, t'as vu Drocastor et puis les autres nombreux viewers, est-ce que vous avez vu ma bande-annonce? Ouais, vous l'avez vu, hein, peut-être. Bande-annonce de chaîne que j'ai faite, ouais, vous l'avez tous vu. Mais je vais la passer quand même pour les nombreux youtubeurs et personnes qui regarderont ça en replay tout simplement, le peuple du futur, comme dit Klemovic. Alors attends, on va mettre ça là. Je vais mettre ça. Voyons voir, document, Twitch. Allez. Oh, c'est agaçant. Bon, générique. Bande-annonce, générique, épistémé, voilà. Twitch bande-annonce, voilà. Hop. Ouais. Ça, c'est tous mes livres. Voilà, 2 lundis par mois à 18h, on discute avec un invité en décidant. Voilà. Et voilà, j'ai fait ça sur After Effects, avec des petites animations sympas. Et voilà. Donc la chaîne s'appelle, l'émission, en tout cas l'émission où on discute avec des gens qui sont souvent des savants, des chercheurs, s'appelle aussi Épistémé. C'est pour ça qu'il m'a fait penser à ces entretiens épistémiques là, liés à la connaissance. Allez, je vous remets le débat.
et je me remets au boulot. Hop. On va travailler de manière collective, collaborative, pour mieux comprendre un texte, pour construire un point de vue commun, ou d'ailleurs pas commun qui ne fait pas consensus, mais au moins y réfléchir collectivement. Et voire, ça peut être aussi un débat coopératif et plus contraignant, parce que pour entrer dans cette classification-là, il faut qu'en plus de partager un but commun, on partage les moyens. C'est-à-dire qu'on a besoin des Il faut vraiment connaissances, que je des me compétences, rapproche de la pour mieux réflexion des écrire. autres pour atteindre le but visé. Tortoise Et Prod, ouais. moins évident. Une nouvelle Et, boîte de production donc, qui un vient de se débat créer, dit qui collaboratif, est aussi réflexif, uniquement pour dans cette le sens où émission. on va questionner ses propres représentations et ses propres arguments sur pourquoi est-ce que j'adhère à ça ou pas, et questionner également les arguments et l'adhésion d'autrui. Concrètement, factuellement, par rapport aux enfants, pour moi, un débat, c'est déjà une première pratique démocratique. Donc, J'adore, parce qu'elle arrive, elle dit, alors plus concrètement, pour les enfants, ça veut dire tout ce qu'il a dit, c'était du blabla. J'adore. De 8 à 12, 15 ans, c'est vraiment le premier exercice d'une future citoyenneté. Donc ça, c'est important. Et sur des enfants donc petits, qui viennent juste d'apprendre à lire, écrire, compter, qui commencent à s'ouvrir au monde, qui commencent à comprendre la complexité du monde qui les entoure, qui sont soumis à plein d'informations, le débat, ça va être, il va falloir qu'il soit réglé, donc très cadré. Il va falloir des règles. Ça semble évident, mais il va falloir qu'il soit préparé. Et donc, il va falloir que les enfants, sur un débat, ils aient déjà les connaissances nécessaires pour débattre, pour ensuite obéir à des règles, on va dire. Donc, savoir écouter, réussir à comprendre ce que disent les autres, surtout quand ce n'est pas la même opinion qui est développée. Réussir à s'exprimer, à prendre la parole. Déjà, rien qu'à s'exprimer à l'oral devant ses pairs, c'est pas simple. Donc, c'est des basiques, mais voilà, un bon débat, c'est un débat où les enfants vont réussir à respecter les règles, vont comprendre l'objectif. Alors, sous vos yeux ébahis, maintenant, je vais ancrer cette page. Et c'est faire tous les textes de la planche ou même de plusieurs planches, et après, je fais... Mais comme ça serait monotone pour le stream, je vais faire autrement. Donc, je vais utiliser ce pinceau neuf ouais, en synthétique pour ne pas faire du mal aux petites martres. Et en plus, c'est beaucoup moins cher, par ailleurs. Voilà. Et je vais ancrer le personnage et la voiture au pinceau. Peut-être que l'arrière-plan à la plume, voire même au feutre. Allez, on est parti. Débat. Et vont comprendre aussi qu'il n'y a pas de gagnant à un débat. C'est un échange. Ils vont réussir à s'exprimer. L'enjeu, ça sera donc, d'après, arriver à devenir un citoyen. Alors, moment important, je mets mes lunettes de vieillard. Me permettent de voir de près mieux. C'est pas mal. Alors, le problème, c'est que dès que je lève la tête, j'y vois plus rien. Pour ancrer au pinceau, j'ai vraiment besoin d'avoir une vision très très fine de près. Et ben, c'est bien. Voilà. Bien, je souscris entièrement à ce qui a été dit. Effectivement, pour qu'il y ait un bon débat, il faut des conditions d'échange. Donc ça veut dire qu'il faut une régulation ou un mode opératoire accepté par les différentes personnes, respect des tours de parole, des choses basiques effectivement, attendre que l'autre ait fini, ne pas le couper ou ne pas entrer dans les attaques. Un contrat comme dans les rapports sadomaso, c'est-à-dire qu'il faut que les processus de prise de parole et tout soient décidés à l'avance, quoi. Pas qu'on décide des règles au fur et à mesure. Etc. Donc effectivement, voilà. Après, moi je ne définirais pas la notion de débat tel que ça a été posé. Je poserai des conditions plus exigeantes. En d'autres termes, deux personnes qui vont échanger avec deux idées différentes, il n'y a pas de débat. Je vais défendre une thèse hérétique. Le débat, c'est à peu près l'équivalent du gorille blanc qu'on recherche dans la forêt. On en trouve à l'occasion, le gorille albinos, mais ça doit être une fois tous les 10 ans. Je ne crois pas au débat.
En tout cas, dans le Bah, cadre d'adultes, de la vie normale. Pourquoi? Parce que quand on a deux personnes constituées sur des positions, sur des convictions, des choses comme ça, et qu'ils vont commencer à discuter, la plupart du temps, ils ne sont pas prêts à revisiter ces conditions. Et secondo, ils sont là simplement pour sinon, marquer on des voit pas points ma tête. dans l'échange avec l'autre, dans le sens non pas de débat, mais de disputation, c'est-à-dire une confrontation d'idées, où en fait on prend le tiers présent, c'est-à-dire les gens qui observent, qui écoutent, comme en quelque sorte comptabilisateur des points. Donc ce qu'on a vu lors de la présidentielle, c'est pas un débat. Je suis d'accord avec lui. Alors, je voulais dire que l'encre, elle est vraiment très importante, hein, parce que voilà, là, j'arrive à faire des... J'ai l'impression d'avoir un bon pinceau et j'arrive à faire des traits jolis comme je veux, voilà. Ou pas, mais en tout cas. Alors qu'avec celle-là, j'ai l'impression d'avoir des mauvais pinceaux et en fait, c'est parce que l'encre n'était pas assez liquide. Et celle-là, elle est bien liquide, quoi. Donc, elle est vraiment agréable. Donc je vous incite à acheter ça, hein. Alors, il faut faire attention parce qu'il y en a deux sortes. Donc, c'est Black Ink, c'est Very Quick Drying Semi Ink pour manga drawing. Et voilà. Donc, il faut prendre la Very Quick Drawing, sinon l'autre, ça sèche beaucoup plus lentement. Et par exemple, si on veut faire de la couleur ou si on veut gommer, il faut attendre des plombes. Je ne sais même pas si ça marche. Alors que celle-là, elle sèche tout de suite. C'est très agréable. Voilà, Water Buzzed Pigment. Donc, j'en suis bien content. Voilà, c'était pour dire ça. C'est une disputation au sens médiéval du terme, au sens des pratiques oratoires, des débats d'idées. C'est pour ça que ça peut paraître paradoxal, alors que je suis dans l'animation de Café Philo. Mais si on part sur une notion plus exigeante de débat, c'est pas parce que vous avez deux personnes qui ont des idées différentes, en tout cas en tant qu'adultes formés. Le cas des enfants, effectivement, ce que vous avez présenté, c'est autre chose. Mais la plupart du temps, je dirais non, il n'y aura pas de débat. Et là, je dirais même, il faut faire son deuil qu'il y ait du débat dès qu'on touche à des choses qui reposent sur des positions fortes. En d'autres termes, tant qu'on discute de choses où les gens n'ont pas de position particulière, alors là, oui, on peut changer d'avis, il n'y a aucun problème. Mais dès qu'on a affaire à des éléments convictionnels, c'est-à-dire à des positions convictionnelles, surtout qu'il y a beaucoup de débats qui ne portent pas sur des connaissances, mais des choix de valeurs ou des choix de société. Faut-il légaliser ou pas le mariage gay? Il n'y a pas de fondement épistémique dans un sens ou dans un autre. C'est un choix de société. Donc, soit vous aurez des gens qui, pour des raisons quelconques... disons quand même qu'il y a juste aucune raison de ne pas le faire, quoi. Donc, je ne sais pas si c'est épistémique de dire il n'y a aucune raison, mais... Oui, donc Marika Junistrum, Tortoise Prod, Forever Love, effectivement. Merci, j'adore ton générique, je n'avais pas vu. Merci beaucoup. Donc je tiens quand même à présenter les trois tortues qu'on a vues, hein. C'était Gamera, la première qu'on a eue, Arturo, la grosse, et puis la petite, c'est Torta la tortue, comme dans L'île aux enfants. Voilà, pour les plus les moins récents d'entre nous. Voilà, merci Marika Junistrom, c'est toi la meilleure. Voilà, seront pour, seront contre. Alors on peut évoluer sur ces positions, mais je ne crois pas qu'on puisse, sauf cas très très rares, même évoluer dans le débat. En raison du fait que quand vous êtes dans un débat où vous défendez vos positions et l'autre défend ses positions, en fait, ça oblige à contre-argumenter et donc vous vous renforcez paradoxalement dans vos propres convictions. Testez-le avec des témoins de Jéhovah le dimanche matin, vous le faites venir. C'est intéressant ça. Donc le débat, non seulement ça ne fait pas changer d'avis, mais ça renforce dans sa position. C'est un argument, oui, parce que tu es obligé de chercher des contre-arguments donc tu es obligé de fouiller encore ta position pour l'argumenter, et donc en argumentant ta propre position, tu finis par encore plus y croire qu'au début. C'est intéressant. Et c'est vrai qu'il y a l'entretien épistémique qui est différent et qui permet peut-être de faire changer d'avis les gens, mais bon, encore faut-il qu'ils ne soient pas trop convaincus à la base, quoi. Chez vous, vous leur ouvrez la porte, on prend un café, et essayez de les faire changer d'avis sur la question de l'évolution, ou essayez-vous de changer d'avis pour vous ranger à leurs convictions. On se retrouve dans 1 milliard d'années, et à peu près, on aura... la tasse, elle se sera refroidie, l'entropie sera certaine, mais au point de vue des convictions, je ne suis pas certain que les uns ou les autres aient changé.
Parce que quand je dis je ne crois pas au débat, c'est dans ce type de rapport. Si après les gens sont prêts à changer de position et se mettre dans d'autres types de conversations, ça, c'est une autre. Voilà. Donc c'est pour ça que sur la notion de débat, je distingue le débat formel où vous avez plusieurs personnes qui échangent, qui discutent, pour ensuite rentrer dans quelque chose qui ne soit pas simplement un formalisme dans la pratique, mais ce qu'on pourrait appeler un esprit de débat. Là, il y a des conditions qui sont autres que simplement le formalisme, on va dire du respect de la parole de l'autre ou de pas insulter, pas monter dans les tours, etc., etc. Puisque là, moi, je le définirais comme étant d'abord un état d'esprit dans la rencontre avec l'autre, dans l'accueil de la parole de l'autre, dans l'acceptation de remettre en cause ses propres convictions. C'est-à-dire que pour moi, la notion de débat, elle commence à partir du moment où moi-même, je pose des conditions que je peux objectiver, c'est-à-dire à quelles conditions je suis prêt à changer d'avis. Donc si je me rends compte que non, je ne vois pas quel élément vous pourriez m'apporter qui me ferait changer, qu'est-ce que vous pourriez me dire qui me ferait changer là-dessus, on pourra discuter pendant 10 heures, mais on ne sera pas dans... Alors formellement, on pourra discuter poliment, mais pour moi, ça ne fera pas débat. Chacun défendra ses... Si je vous propose qu'on donne une définition, alors peut-être un poil plus courte, de l'esprit critique dans le cadre de cette discussion-là, quand on parle de l'éducation, de l'éveil à l'esprit critique par le débat, c'est quoi l'esprit critique dans ce contexte? Je vais quand même apporter quelque chose que je n'ai pas entendu dans la définition. En fait, c'est on a interviewé avec collègues des ados, 12 ados depuis 15 jours. C'est quoi l'esprit critique? Et, seulement 2 ados de 15 ans, plutôt geeks, savaient ce que c'était. Donc, c'est-à-dire que de 10 ans à 15 ans, c'est vraiment très abstrait pour eux. Même quand on leur parle de fake news, pour eux, c'est des fausses informations. Ils ne font même pas le lien entre c'est quoi une fausse information, du vrai, du faux et une fake news. Donc ça c'est important peut-être de se le rappeler. Et donc l'esprit critique, quand on pose la question, j'ai interviewé une petite de 13 ans, qui me disait critiquer quelqu'un, c'est un défaut, c'est pas bien. Donc déjà, ça c'est important de l'avoir en tête quand on veut éduquer à l'esprit critique par le débat. Parce qu'en plus, on sortait de la semaine de la presse où cette adolescente avait fait des exposés, était bonne élève, sur c'est quoi l'information, c'est une vraie information, mais elle n'avait pas réalisé qu'en fait, elle était en train d'être éduquée par ses professeurs à l'esprit. Disons qu'il ne faut pas... Ouais, moi aussi, quand j'étais petit, j'aurais pensé qu'on me parlait de l'esprit de contradiction, en fait. Et on te dit un truc, tu as juste envie de dire l'inverse pour emmerder le monde, quoi. Donc c'est vrai que l'esprit critique, normalement, c'est pas ça. Voilà. Après, qu'est-ce que c'est? Mais c'est compliqué. Je vais les laisser répondre. Peut-être qu'ils auront une réponse simple. Hein. Donc les enfants n'ont pas toujours conscience, ni de ce que c'est, ni d'y être éduqués, même en débattant finalement. Je voulais peut-être apporter comme conclusion. Après, il me semble que de façon basique, jusqu'à 8 ans, comme je le disais, ils apprennent à compter. Vraiment qu'à partir de 8 ans, où ils commencent à faire un peu plus preuve d'abstraction, et où là, vraiment, en effet, ils commencent à réfléchir, à regarder les différentes infos qui les entourent, les différentes idées, les confronter, commencer à pouvoir faire preuve de discernement, aidés par leurs parents, leur entourage. Voilà, mais moi, l'esprit critique, à cet âge-là, je le définis, mettre en perspective différentes idées, différentes informations. Alors, les amis, j'ai besoin de quelque chose qui est une tasse d'eau pour nettoyer mon pinceau quand je ne l'utilise pas. Et ce que j'aurais dû normalement apporter, j'étais un streamer professionnel, pour ne pas avoir à faire une pause maintenant. Je vais en profiter pour boire un verre d'eau également. Donc, je vais vous quelques secondes. Et on se rejoint tout à l'heure. Bisous, bisous. Bien maîtrisé. Ah voilà. C'était même pas temps en fait okay. de leur apprendre qu'est-ce que c'est qu'une justification. Les lycéens le font déjà de manière plus ou moins importante. Nous, on a plus travaillé sur la prise en compte d'autrui et comment est-ce que ça nous permet de construire des bonnes réfutations. On a travaillé sur la nuance, donc le fait de
sortir d'un espèce de cadre un peu dualiste où on est soit contre, soit pour, et justement d'articles. Donc, une nuance, ça prend la forme d'une thèse, d'un avis ou d'un argument, et après ça s'articule avec des oui mais. Ça vient en fait, on casse ce truc très dualiste de c'est vrai, c'est faux, je suis d'accord, pas d'accord, pour quelque chose de plus intermédiaire. Et nous, on travaillait beaucoup plus aussi sur la question des incertitudes. Donc, par exemple, quand on les faisait débattre sur les OGM, est-ce qu'ils considéraient que tous les OGM, dans tous les cas, c'était nuisible pour tous les insectes, ou est-ce qu'ils étaient capables de... Ouais, mais voilà, ça c'est pour former des chercheurs, des gens comme ça. Comment ils vont faire les Bolloré et compagnie avec des gens éduqués comme ça, hein, s'il y a des oui mais, s'il y a des nuances, si tout est compliqué, ça va pas faire leur affaire, ça. Ce qu'ils veulent chez Bolloré, sur CNews et tout, c'est que les choses soient simples, voilà, et puis que surtout on sache de quoi on parle, même si on le sait pas, mais qu'on fasse semblant, et puis qu'on ait un avis tranché, et puis que voilà, c'est ça qu'il faut. C'est pas des gens qui disent peut-être que c'est plus compliqué que ça. Faut peut-être y regarder de plus près. Non, ça c'est pas bon ça. Ça, pour Bolloré, je veux dire, c'est pas bon. Hein. Ça fait pas des bons auditeurs de CNews. Hein. Alors voilà. Mais ça, les chercheurs, moi j'ai remarqué depuis que j'écoute des vidéos sur la recherche et l'esprit critique, et des gens ils te disent un truc, puis après ils disent mais c'est plus compliqué que ça, et puis ils te disent l'inverse que et aussi dans certaines conditions. Voilà, c'est fatigant. C'est fatigant. Moi, j'aime bien. Vrai, toujours, qu'il y ait les gentils, les méchants, et que. Voilà, mais d'après eux, la vie n'est pas comme ça, malheureusement. Des gens compliqués. Nuancer et en fait prendre en compte les incertitudes qui sont relatives aux connaissances techniques et scientifiques qu'on a pour l'intégrer dans leur argumentation. Voilà, c'est un peu le type d'attendu que, en tout cas, nous, dans notre projet de recherche à Rennes, on avait vis-à-vis des lycéens. Et voilà, on visait aussi des choses relatives au fait d'être capable d'articuler des arguments scientifiques, techniques, économiques, sociaux, politiques, etc. au sein d'un même argumentaire. Et dans la continuité, je trouve, de ce que tu as évoqué, il y a une trajectoire, je trouve. Je ne vois pas qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus à ça, c'est très bien précisé. Bon, alors je vais botter un petit peu en touche. Je ferai une distinction qui peut, à mon avis, s'appliquer aussi aux enfants à partir d'un certain âge. C'est la différence entre l'esprit critique et l'esprit qui critique. Parce que ça participe un petit peu, comme vous l'évoquiez dans les témoignages autour de terrain. En fait, et ça participe de l'ambiguïté du mot critique. Dans l'emploi courant, l'emploi commun, effectivement, souvent, et même dans les formations qu'on peut faire, on apporte, il faut savoir que des formations à l'esprit critique ou à la capacité d'analyse argumentaire, depuis qu'il y a des formations intellectuelles, on ne va pas remonter à la rhétorique dans l'Antiquité, mais bon, ça, comment dire, voilà, ça existe. Bon, mais la plupart du temps, c'est fait pour examiner un discours, un argumentaire, un logos, qui est finalement un registre d'extériorité. C'est-à-dire qu'on va l'appliquer à ce que dit quelqu'un. La presse, une information venant de ceci, un homme politique, le professeur, ça commence à devenir emmerdant dans ce moment-là. Voilà. Donc, je dirais que quelque part, franchement, faut arrêter de se gargariser là-dessus, mais faire preuve d'esprit qui critique à l'égard de ce que disent les autres, ça, on sait faire. On sait tous faire, on est des champions. Et là, il n'y a même pas forcément besoin de formation. Comment dire, ça commence dans les cours de récré, ça commence là-dessus, pour trouver de quoi casser ce que dit quelqu'un, s'opposer, oh, t'as vu, etc., etc. Ça, cet esprit qui critique, avec tout ce que ça veut dire de subjectivité, de mauvaise foi, mais parfois de talent argumentaire. Le problème, c'est la métacognition, comme dirait Elisabeth Petit. J'ai envie de dire, ça, nous sommes des champions, d'autant plus quand les gens disent des choses qui ne nous plaisent pas, alors là, on trouvera tout ce qu'il faut pour invalider leur argumentaire. Donc, cette forme d'esprit qui critique, elle est omniprésente dans les fonctionnements humains, dans les rapports humains, et c'est ça tout le paradoxe. Quand on fait des formations intellectuelles pour, par exemple, apprendre à décrypter un discours, voilà quelque chose, vous donnez aussi de quoi être utilisé par les gens dans cet esprit qui critique. C'est pour ça que quand vous prenez tout ce qu'on peut faire sur l'étude des biais cognitifs, mais vous leur donnez aussi des arguments
pour, en quelque sorte, vous les renvoyer aux besoins dans d'autres sens. Donc ça, c'est toute l'ambiguïté de l'esprit qui critique. Et donc former d'une manière ou d'une autre à des outils intellectuels capables de porter une analyse critique sur les argumentaires ne veut pas dire qu'on va l'utiliser pour de l'esprit critique automatiquement, parce qu'en fait, cette distinction que je faisais entre l'esprit qui critique et l'esprit critique, c'est que donc l'esprit critique, c'est une critique externe sur ce que dit quelqu'un d'autre, tandis que pour moi, je dirais que l'esprit critique, il commence d'abord quand on commence à l'appliquer à ses propres idées. Moi, je me rappelle de mes études, le petit sport avec les collègues, quand on s'emmerdait dans les cours, et qu'est-ce qu'on peut trouver comme truc à... Voilà. La métacognition plutôt que l'esprit de contradiction. À critiquer sur ce que dit le prof. C'est le sport national, comment dire, au Mirail, pour ceux qui connaissent, ils comprendront la référence. Voilà. Donc, et finalement, peut-être qu'on s'est formé intellectuellement dans cet art, comment dire, de l'esprit qui critique, de l'attaque partisane, joyeusement subjective, avec une conclusion déjà préétablie, et ensuite on cherche à le justifier pseudo-rationnellement. C'est toujours un problème, les plaques d'immatriculation. J'essaie toujours de mettre des trucs rigolos, puis des fois j'ai pas d'idée, comme là, alors j'ai mis juste ici, et c'est rigolo quand même. Pas l'esprit qui critique, qu'on cherchait à éduquer, ça c'est important. Voilà. Moi j'aimerais que Malicia, peut-être toi tu as développé un certain nombre de kits et tu fais des activités sur les 8-12 ans, est-ce que tu peux nous en parler, l'approche, enfin, voilà, nous dire ce que c'est et parler plus longuement les résultats que tu obtiens? Je dirais qu'en travaillant sur des magazines On va rajouter d'actualité des pour les feuilles enfants, au-dessus là. trouver le mot juste, arriver à mettre en contexte, leur expliquer toute l'actualité sans être trop négatif, mais sans être angélique non plus. Ça, c'est hyper important, il ne faut pas leur mentir. C'est de tout. Il y avait vraiment eu un tournant lors des attentats contre Charlie Hebdo. Maintenant, la guerre en Ukraine, et puis le réchauffement climatique, etc. etc. Et l'attentat contre Samuel Paty. Donc, on est dans ce contexte-là, avec des enfants voilà, assez jeunes. Et donc, moi, je me suis dit comment... on a beaucoup de questions d'enfants, j'en reçois 300 par semaine. Ça, c'est des questions basiques. Hier, j'ai reçu c'est quoi les Illuminati, ce matin, c'est où la Nouvelle-Calédonie, mais il y a 15 jours, à quoi ça sert de débattre? J'ai pensé à vous. Et en gros, ils sont insatiables dans les questions, il faut y répondre, mais sans être dogmatique, sans être descendant. C'est pareil pour les profs, mais c'est pareil aussi pour nous, journalistes. Et donc, comment les faire participer? Et ils me posent beaucoup de questions sur qu'est-ce que je peux faire pour la guerre en Ukraine? Qu'est-ce que je peux faire voilà, par rapport aux attentats, en fait, finalement, tout simplement. Et pourquoi l'homme est-il violent? Donc, quand j'entends tout ça, je me dis on est un peu limité avec la transmission d'informations. D'autant qu'en plus, il y a une grosse défiance de la part de certains parents par rapport aux médias. Donc, comment faire? Et c'est vrai qu'à cette époque-là, ce qui m'avait marqué, c'était que Pierre Kahn travaillait sur l'enseignement moral et civique à l'école. C'est un professeur, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, université, sciences de l'éducation. Non, je ne connais pas Pierre Kahn. Écoutez, on a fait une case quand même. En toute possibilité. C'est moins jaune comme ça, c'est mieux. Hein. Voilà, il faudrait que je mette un filtre pour que ça soit moins jaune. Peut-être je peux d'ailleurs, je sais pas. Bon, on va dire que c'est un stream technique. Voyons voir. Si je... Peut-être là, je peux faire filtre. Hop. Ah, pas d'effet. Et correction des couleurs. Ben voilà, correction des couleurs. Formidable. Gamma, contraste, luminosité, décalage de teinte. Ah, mais je suis endroit de zoom. Ah oui, il faut que je mette mon écran droit. Pourquoi il s'en va tout? Et là, je peux changer. Là. Ok, dès que je bouge. Alors attends. Oui, d'accord. Dès que je change d'écran, ouais, ça va pas le faire. Bon, eh ben, on va faire décalage de teinte. Ah ouais, là, c'est moche hein, quand même. Hein. Ah, il faudrait que je rajoute un filtre. Ouais, bon, ben, je ferai ça plus tard, hein, les amis. Voyons voir. Ah oui, là, c'est carrément rouge.
décalage de teinte comme ça. Ensuite, ça. Hop. Attends. Hop. Ah oui, c'est rouge là. D'accord. Ouais, je regarde évidemment. Là, c'est jaune. Ah, là, c'est pas mal. Ah, ok. D'accord. Eh ben, on va le. Encore un peu jaune. Hop. Saturation, on va désaturer peut-être. Ouais, non. Non. On va mettre ça de 5, on va mettre 2. Ouais. Ouh là là, non, c'est beaucoup trop. Ouais. Et 2. Ouais. La densité contraste, peut-être un peu plus de contraste pour le gamma et le point blanc. Pour ceux qui ne connaissent pas. Bon. Ouais, c'est pas mal ça. Hein, voilà. Opacité, bah non. Ok, saturation. Ok. Allez, on va faire comme ça. Hop. Alors, c'est très moche quand il n'y a pas la table à dé. Ah, il est 10h48. Je m'étais dit, je vais faire la première planche entre 16h et 19h. Et en fait, 1h30 que je stream et j'ai fait une case. Voilà. À Caen. Et donc, il avait dit quelque chose qui était pour que les enfants adhèrent aux valeurs de la République, il faut leur en montrer l'utilité, notamment par rapport à des discussions philosophiques, à des débats. Et donc, je me suis dit, tiens, comment les mettre à l'action à distance par rapport à cette actualité, qu'ils se sentent moins impuissants peut-être, qu'ils puissent agir. Comment les mettre à l'action par rapport au savoir. C'est pour ça qu'avec une conseillère pédagogique, on a créé, pas m'étaler dessus, une mallette pédagogique sur comment débattre sur l'actualité en classe, à partir de petites vidéos qu'on fait d'1 minute 30, on répond à leurs questions. Et donc, l'idée, c'est, on avait pris la question, par exemple, de pourquoi l'homme est-il violent. À l'époque, c'était l'attentat. Et donc, on avait commencé par leur fait une séquence pédagogique, on leur diffuse une vidéo, où on y répond en 1 minute 30. Les élèves répondent à des questions, un QCM sur des contenus de savoir, etc. Donc, on essaye de fixer les prérequis déjà. Et ensuite, on les divise en 4 groupes et on a fait 4 personnages qui leur parlent émotionnellement, mais aussi qui sont dans leur actualité à eux. On a conçu 4 personnages, on va leur faire jouer un jeu de rôle. Ça marche bien sur les 8-12 ans, les ados. Et donc, les personnages, pour que ça soit plus concret pour vous, il y avait un élève qui était harcelé. Donc, ça, c'est concret. Il témoignait de ça. On avait un enfant qui était victime de la violence de la guerre en Syrie. On avait le rôle d'un personnage qui, lui, s'est inscrit en tant que médiateur entre ses pairs. Donc, encore aujourd'hui, les enfants peuvent s'inscrire à faire de la médiatisation pour instaurer un meilleur climat scolaire dans leur classe et du vivre disputatio. Et on avait aussi un adulte qui écrivait sur la non-violence dans une revue. Et donc, chaque enfant devait s'approprier un personnage et ensuite écrire des arguments pour expliquer pourquoi l'homme est-il violent à partir de ces personnages-là. Donc ça, c'est assez difficile à faire. Donc ça doit être médiatisé, accompagné par un adulte et en France l'enseignant. Et ensuite, si les enfants n'arrivent pas à trouver des arguments, chaque groupe doit écrire 4 arguments. S'ils n'y arrivent pas, on a des cartes joker où on leur livre des arguments. Et après, tout l'enjeu, c'est qu'ils arrivent, donc l'enseignant, journaliste entre guillemets, à distribuer la parole. Donc, tout l'enjeu, c'est qu'ils arrivent à donner un argument et que l'autre groupe rebondisse avec le bon argument. Parce qu'en fait, il faut que les arguments se répondent, ce qui n'est pas simple. Voilà, en gros, le système, on peut l'utiliser. En fait, il a mis le filtre à tout. Et contente, puisque ça n'était pas mon métier, de voir qu'en fait, à partir de sujets d'actualité comme
Parce que le rose, c'est que pour les filles. Là, on est beaucoup dans les stéréotypes. En fait, ça marche. Donc, c'est bien. Pas de compétences actives là-dessus. Et ce que je trouve intéressant, c'est que les enfants, après, s'auto-évaluent. Ah, mais là, c'est vraiment trop jaune. Donc, sur la forme, est-ce que j'ai pris la parole? Est-ce que j'ai appris des choses? Est-ce que j'ai à faire un argument? Mais aussi, est-ce que, là, on est dans un débat différent, hein, et est-ce que, voilà, j'ai découvert un nouvel... changer d'opinion? Est-ce que... Voilà. Et du coup, dans les résultats, vous voyez vraiment quelque chose de positif? Et moi, ce que je vois, c'est que ce que je trouve bien, c'est que j'ai tendance à dire que les débats sont civilisateurs. C'est-à-dire que je trouve que ça apprend aux enfants. Des fois, les profs me disent il n'y a pas un bon climat dans cette classe, il y a un élève qui est harcelé, etc. Ils n'ont pas forcément de matériel. Et donc là, ça permet, de façon apaisée et réglée, de faire... confronter des opinions différentes et de réfléchir ensemble. Alors, ça défend des formes de débat, si c'est polémique, Ouais, si c'est mieux. etc. Il n'y a pas toujours de consensus, là, et ce n'est pas l'objectif à la fin. Mais au moins, moins jaune, ça, c'est aussi pas mal utilisé en REP. Allez, les élèves ont réussi à discuter en fait ensemble, à distance, avec des personnages qui ne sont pas eux. Ça, c'était très important par rapport à tout l'obscurantisme, la radicalisation qu'on a pu connaître, où des enfants, je suis Charlie, je ne suis pas Charlie, ont pu discuter de sujets sensibles dans un cadre posé, sans dire, voilà, mon parent m'a dit que, et moi je pense que, etc. Jouer le rôle d'un enfant citoyen, de se décentrer et du coup arriver à parler. Ça, c'est important pour moi, par rapport à l'actualité chaude qu'on peut connaître parfois. C'est la mallette, comment battre en classe sur l'actualité. Il y a une question que je voudrais du coup qu'il faudra peut-être probablement plus rebondir. On a vu que le débat pouvait être un outil pour éduquer l'esprit critique. Maintenant, est-ce que, en tout cas le bon, est-ce qu'une forme de débat probablement moins bonne peut éloigner les gens et les enfants de l'esprit critique? Alors, je vais tout de suite balancer un truc auquel je pense. Le traitement de la science par les médias, en particulier pendant le Covid, où on met pied à pied un consensus scientifique représenté par un sérieux, et en face, probablement un scientifique aussi, mais qui est plus dans la star de télé-réalité, et on dit que les deux débattent, entre guillemets, alors que quelque part, il y a d'un côté quelque chose de solide, puis de l'autre du vent. Je vais vous faire réagir là-dessus. Est-ce qu'en revoyant ce genre de débat pourri, ça peut éloigner, là, je dis comme je le pense, hein, mais ça peut éloigner les enfants et les spectateurs d'une forme de pensée critique? D'ailleurs, j'ai vu... c'est Richard, mon voisin, qui est souvent... qui parle souvent de ce sujet-là. Il est des fois invité à la radio, puis lui, il parle de zététique et d'esprit critique et de consensus scientifique, et puis en face, il a des magnétiseurs ou des gens qui appellent les fantômes, hein, des médiums, tout ça, puis ils sont sur un pied d'égalité finalement. Voilà, donc c'est 1 minute pour la zététique, 1 minute pour le bullshit, quoi. Et donc dans ces cas-là, ils refusent de participer. Et du coup, il se fait mal voir des journalistes qui disent « Ah, quand même, il a un melon, celui-là, et tout. » Parce que le journaliste, il n'a rien compris à ce qu'il faisait lui-même. Donc, c'est assez rigolo, mais en même temps, c'est un peu triste pour l'état cognitif des journalistes en France, sur France Inter notamment, et notamment celui de l'émission de 10h du matin, là, comment ça s'appelle, Grand bien vous fasse. Voilà. Je ne sais plus son nom. Voilà. Ah, ils disent plus rien. Alors, je pense que oui, parce que ça... Alors, on se souvient plus de la question. C'est aussi comment ils vont le percevoir, donc il n'y a pas forcément de réponse unique. Par contre, dans le cas que tu as bien rappelé, là, clairement, vous êtes dans ce qui est un pseudo-débat, puisqu'en réalité, c'est là uniquement, l'objectif est de faire du clash. Voilà, donc clairement, là, il n'y a même pas... C'est l'antithèse d'un débat, puisque les différentes personnes qui viennent, encore plus quand vous avez les Raoultiens de service, absolument pas là pour débattre, sans même parler de
de la manipulation où on met à égalité le climato-sceptique et un scientifique, comme s'ils étaient représentants à égalité de deux communautés quantitativement égales, avec des choses comme ça. Donc, Exactement ce que je voilà, disais. donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, alors pour les enfants, je ne pourrais pas dire autre chose que vague. Il me semble qu'effectivement, ça peut pas forcément être très bon pour la formation à l'esprit critique, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour les adultes, c'est désastreux. Et pour les adultes, parce que l'idée qu'ils vont se faire de la science et de la pseudo-science qu'on leur présente comme étant de la science, là, c'est désastreux. Donc pour les enfants, je ne sais pas, mais alors pour les adultes, on a eu 2 ans d'exercice pratique au quotidien et ça continue sur certaines chaînes. On passe à une autre crise, c'est pareil. Donc pour les enfants, je ne sais pas, mais alors pour les adultes, Non, c'est une bonne question, c'est vrai, parce que du coup, à C'est pour l'entrée, ça que je suis payé si cher, si tu crois. les débats par le débat, les situations pathologiques, qu'est-ce qui permet d'autant plus d'identifier les trucs qu'il ne faut pas faire et faire l'inverse pour. Et alors c'est rigolo parce que du coup, Je zoome au réfléchissais maximum pour que vous au fait puissiez que pour vous, c'était pas un débat. bénéficier quand même Et de en fait, par rapport à ce qu'on mobilise maximum en recherche de en sciences de l'éduc, c'est définition. rigolo parce qu'on retombe sur le même truc. C'est juste que moi, je veux considérer que oui, c'est un débat, mais par contre, dans le type d'intervention et l'articulation entre les interventions, bah, en fait, si on n'a pas que c'est juste un espèce de millefeuille où il n'y a pas de lien entre les deux, c'est non, oui, non, etc., on appelle ça disputatif aussi. Donc en fait, on se rejoint. Et c'est vrai que du coup, moi, le premier truc qui me venait en tête aussi, c'est ça. C'est que plus spécifiquement, enfin, pardon, que ça soit auprès des adultes ou des enfants, on peut se dire qu'en fait, donc là, on n'est plus en train de participer à un débat, mais on est en train d'observer un débat et voir potentiellement même en fait d'évaluer un débat ou des arguments. Et donc là, il y a un concept qui peut nous aider à comprendre un peu l'impact que ça peut avoir en termes de normes, donc compris comme les représentations qu'on a du débat et les pratiques qu'on va avoir, ou qu'on observe. Et je trouve que du coup, ce type de débat qu'on observe à la télévision, etc., ça véhicule, ça Vous favorise le l'avez développement de entendu là? certaines normes par Non. mimétisme, par acclimatation, par le fait qu'il y a un bain culturel dans lequel on y immergé, qui en effet n'est pas très favorable. Et au-delà, ça dépasse même la question de comment on va débattre, mais aussi de la représentation qu'on va avoir des thématiques qui sont en jeu. Et par exemple, c'est un truc qui était ultra frappant pendant le Covid, c'est qu'en fait, on a eu l'impression que les citoyens découvraient que les scientifiques pouvaient ne pas être d'accord. Et ça avait l'air de beaucoup étonner les gens, et moi, ça m'a étonné que ça étonne les gens. Et sauf qu'en fait, bah, c'est aussi cohérent par rapport aux représentations qu'on peut retrouver au sein de la population sur le fait que bah, des connaissances, les chercheurs, ils cherchent des connaissances, ils les découvrent. Donc ça gomme un peu ce travail de L'essence de la construction des science, connaissances que les scientifiques. scientifiques soient pas Et d'accord c'est entre vrai eux. que c'est peu explicité, je trouve, dans les médias, qu'il y a C'est pour ça aussi que la science elle avance, c'est parce que les une gens des sont colonnes pas vertébrales d'accord. du processus de construction des connaissances scientifiques, c'est en fait la déstabilisation de ces connaissances. En fait, le consensus, il est quasiment jamais existant ou parfait, et on fonctionne plus sur des désaccords ou des déstabilisations de ce consensus. Et ça, en fait, on le met jamais en avant, que c'est quelque chose de normal, de bénéfique, et qu'on peut en faire quelque chose de délétère, mais c'est comment on va se saisir en fait de ces désaccords, justement par l'argumentation, par l'évaluation entre les pairs, etc. Donc voilà, oui, je trouve que synthétiser, oui, je trouve que ça a un impact très délétère, tant sur sur ces normes argumentatives que sur les normes épistémiques, représentation des sciences qu'on peut avoir. Merci. Bon, en même temps, c'était une question un tout petit peu orientée. Hein. Mais en fait, une idée m'est venue en écoutant. C'est vrai que nous, en presse jeunesse, on fait attention à donner des modèles inspirants. Femmes inspirantes pour les filles qui n'ont pas confiance en elles, de modèles, mais accessibles et réalistes, hein, de gens qui ont échoué, qui ont après réussi, enfin, des parcours un peu atypiques qui vont leur donner l'envie de grandir dans ce monde, mais pas toujours facile à aborder pour eux, qui est très complexe. Et c'est vrai que on voit même dans ce qu'ils nous écrivent qu'ils attendent beaucoup des adultes. Ils ne comprennent pas pourquoi on tue des animaux. Je travaille sur un magazine qui s'appelle Wapiti. Pourquoi en fait? Pourquoi l'homme est-il violent? C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Pourquoi les filles et garçons ne sont pas égaux? C'est des bonnes questions. Donc
Ça, ces questions-là, c'est sûr que quand ils voient... J'ai pas encore reçu de questions là-dessus, mais ça m'aurait intéressé de voir leur ressenti sur le débat qui a eu lieu mercredi, s'ils l'ont regardé un peu en famille, peut-être pas, je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Voilà, quel exemple ça donne des adultes? Les adultes ne sont pas infaillibles, ça on leur dit, mais en effet, je n'ai pas l'impression que ça puisse leur donner, avec tout ce qu'on attend d'eux à l'école, je vous disais des débats hyper réglés, etc. Je me dis qu'un enfant qui a fait « Pourquoi l'homme est-il violent ?» ou « À quoi ça sert la politique ?» et qui après voit ce débat-là, qu'est-ce qu'il pense? Il se dit « On se fout de ma gueule ici ». Ça me questionne. Je pense qu'en effet, me semble que ça n'est pas très positif. Merci. Ce que je vous propose, c'est de prendre un certain nombre de questions si vous en avez. Bon, pour ceux qui étaient déjà là, je suis désolé, je vais refaire le truc. Je dois te laisser, gros bisous, bon stream. Et gros bisous également, Drocaster P, je t'embrasse. Et bonne pour rebondir sur continuation. ce que vous venez de dire par rapport aux enfants, est-ce que l'idée qu'il pouvait avoir du débat télévisé, notamment qu'il y avait... Je me posais véritablement la question dernièrement de savoir si les enfants pouvaient penser différemment de leurs parents, surtout pour ce qui est de la politique. Ils arrivent à avoir vraiment un regard critique. Moi, quand j'étais petit, j'y comprenais rien à la politique. Très longtemps porté. Non, je ne pensais pas que la même chose que mes parents, parce que je ne comprenais rien. Du coup, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai véritablement forger ma propre idée. Je suis arrivé à la conclusion que la gauche c'était bien et que la droite c'était des connards. Qui montre quand même l'influence de l'éducation des parents, notamment par rapport aux théories des complots. J'étais enfant, c'est une opinion tout à fait basique. En fait, est primordiale. Enfin, non, c'est ado. Enfant, je ne comprenais pas. Et ado, je me suis dit ça. Et après, par leur je suis un peu resté sur cette position. Et aussi, après, en 2, par les copains. Et en 3, donc là, je vous parle d'enfants de 8 à 15 ans. Hein. Et après, par l'école. Donc... alors oui, alors sur les ados, alors justement j'allais y venir, il y a une distinction à partir de 12 ans, de 12 à 15 ans. C'est vrai que les réseaux sociaux deviennent vraiment plus influencent beaucoup plus les enfants. C'est vrai, quand j'étais enfant ou ado. Et cela dit, ça c'est leur jardin secret. Ils vont pas regarder des youtubeurs qui parlent de politique en fait à cet âge-là, même s'il y en a qui le font. Ça c'est plutôt des lycéens, on va dire. Là, c'est plutôt, ils vont regarder des youtubeurs pour rire en fait, ou apprendre, faire du loisir créatif, ou apprendre des choses. Donc, j'ai l'impression, enfin nous, dans les courriers qu'on reçoit, que quand même, avant l'adolescence, et quand je dirais adolescence plutôt lycée, ils sont encore dans la conformité des modèles parentaux. Et puis, c'est vrai que vers 13-14 ans, bon, ça c'est de l'enfant, hein, il commence à s'opposer, à se poser des questions. Il y a une certaine dissonance cognitive qui peut s'installer. Mais avant, même s'il y a une dissonance, il y a une souffrance il y a une souffrance des enfants, par exemple, dans certaines familles qui n'entendent pas la même chose à la maison et souligner le rôle délétère de la voiture sur le... Ils ne vont pas forcément lever la main pour dire « Ah ben non, moi, mon père, il m'a dit que la Terre était plate. » Ils vont souffrir, mais ils vont le garder pour eux. Ils ne vont pas forcément se rebeller, en tout cas, moi, dans les enfants que je côtoie et dont j'ai pu avoir des témoignages. Oui, mais je pense que c'est l'adolescent. En fait. Je ne sais pas si j'ai répondu, peut-être. Bon, ça se passe pas en Angleterre, mais il roule un peu à gauche quand même, hein, je me rends compte. Je poserai une question sur la question. Ça va peut-être dépendre de quelle est la nature de la relation entre l'enfant concerné et les parents. Parce que d'autant plus la famille est aimante, d'autant plus elle est fonctionnelle, d'autant plus il lui sera difficile de remettre en cause cette reproduction culturelle et sociologique et ce formatage intellectuel. Tandis que si la famille, grosso modo, le père ou la mère est dysfonctionnel, il y a un conflit, oui. À ce moment-là, c'est beaucoup plus facile à remettre en cause. Je crois qu'il y a des familles où pas du tout. Leurs enfants, en plus, ils ne parlent pas forcément entre eux et encore moins leurs enfants, quoi. Hein. Donc, à ce moment-là, moi, quand j'étais petit, on ne parlait pas tellement politique. Hein, et du coup, j'y comprenais rien, quoi. Ah, qu'est-ce qui se passe? Shadow Wolf.
As followed. Oh, merci Shadow Wolf 0906. Shadow, ça me dit quelque chose. C'est peut-être le même que je connais. Hein. Eh ben, bonjour et merci Shadow Wolf 0906. Bonjour. Comment allez-vous? Ben, on va bien, hein, tu vois, on dessine tranquillement en écoutant un débat sur l'esprit critique. Voilà, ils disent que... Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ça dépend des débats. Il y en a des bons et il y en a des pas bons et qu'en général, le débat, c'est pas terrible. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que quand on débat, on est obligé de fourbir ses arguments et que du coup, ça renforce nos positions. Et que, en général, les débats, c'est pas terrible parce que ça renforce les positions de tout le monde. Et que il faut s'interroger avant si on est en capacité de changer d'avis, et c'est pas souvent le cas. Et sinon, on dessine tranquillement d'histoires de patates. Voilà. Dégustation de pommes de terre à la Chambre d'agriculture de l'Aude pour créer des nouvelles variétés. La parole J'espère que ces tu vas bien adultes aussi, là, Shadow Wolf personnes de la famille, quand 0906. justement ils sont maltraitants, Ravi ou de ils te sont retrouver là. acteurs de violence identifiés à ce moment-là par l'enfance qui déjà demande quelque chose là-dessus, ça aide considérablement à désacraliser la parole des parents et éventuellement remettre en cause ça, alors que quand vous avez des parents qui aiment leurs enfants, ils s'occupent bien, ils les envoient bien au catéchisme avec beaucoup de madeleines pour leur faire plaisir, de beaux cadeaux, et donc dès 5 ans, ils les envoient chez monsieur le prêtre ou donc à l'école talmudique. Je pense pas qu'on se connaît. Peut-être si le Shadow en tant que tel est américain et avocat. Ah non, je connais un Shadow, mais il est ni américain ni avocat. À l'école rabbinique, Alors, on se connaît pas. à l'école Eh bien, bouddhiste, bonjour, etc., Shadow. etc. Là, ça va devenir difficile parce que non seulement il y aura tout ce que peut être OK, mais en plus, comme c'est transmis avec amour, avec confiance, on se sent en sécurité, etc., etc., là, il va falloir espérer un miracle. Mais c'est peut-être une connerie, ce que Je précise que moi, dans les courriers que C'est je vrai, reçois, c'est une c'est des connerie, elle enfants lui qui répond. sont, je pense, dans des familles plutôt non dysfonctionnelles. Et après aussi, quand même, on a pas mal de formations avec des psychologues pour bien connaître les différents âges des enfants. Malgré tout, dans des familles dysfonctionnelles, le psychologue qui nous a formés nous disait que l'enfant est quand même dans le déni très longtemps. Et c'est vraiment un travail quand même à l'âge adulte de s'opposer, de se rendre compte que la famille est dysfonctionnelle, semble-t-il. Ben, ouais, Voilà. c'est clair. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que j'ai tort quand je dis à ma fille, il y a 12 ans, et que j'essaie d'un petit peu critique? La base, le fondement de ça, c'est peut-être la culture générale, la curiosité. La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une corrélation orientée vers les enfants? Est-ce qu'il y a une corrélation entre le milieu social des enfants? Est-ce que vous avez constaté ça? Le milieu social d'origine des enfants et leur appétence à l'esprit critique. Est-ce que les pauvres sont pas plus cons que les riches quand même? Première question. La curiosité, c'est vrai que nous, on travaille énormément sur ce mot de curiosité. On ne dit pas l'esprit critique. Même, on a lancé un magazine il y a 3 ans sur les sciences. On avait constaté que la science, ça fait peur aux profs. Ils ne sont pas profs de science. Ça fait peur aux parents. Ça fait peur aussi aux mamans qui sont souvent celles qui abonnent les enfants prégenrés au magazine. Et donc, le mot curiosité, en se disant les enfants sont curieux depuis leur plus jeune âge, nous a semblé un bon biais, si je peux employer ce mot, pour parler de science, curionote des sciences, curiosité des sciences. Donc la curiosité, oui, lui parler de curiosité à 360 sur tout ce qui entoure, c'est vraiment ce qu'on travaille, en tout cas nous, en accompagnement éducatif avec les enfants. Après, Alors, les professions des personnes qui font le débat. Alors, il y en a un qui... Alors, la dame qui parle, elle est journaliste chez Milan et elle fait des livres pour enfants. Enfin, des livres. Je crois qu'elle organise des débats sur l'esprit critique, beaucoup, enfants. Et celui de gauche, il y a une association d'esprit critique ou de philosophie sur Toulouse. Il fait surtout ça. Et l'autre, je sais pas. Il faudrait que tu regardes le début pour être est-ce qu'il est journaliste? Je sais plus. Et ils font des trucs comme ça, quoi. Ils l'ont dit au début. Alors, tu pourras regarder aussi sur
La chaîne du REC, c'est une chaîne qui s'appelle Le débat comme une vidéo qui s'appelle Le débat comme levier pour l'éducation à l'esprit critique. Donc sur la chaîne des rencontres de l'esprit critique de Toulouse. Et là, ils te diront tout ce qu'ils font au début. Peut-être que Kevin, toi, tu as travaillé sur CSP. Nous, c'est vrai que chez Milan, actuellement, on constate qu'on a plutôt des CSP, cadres moyens, de gens, en tout cas, dans les parents, dans les familles qu'on a pu interroger pour nos différents magazines, à chaque fois qu'on lance un Oui, magazine. tu trouves qu'ils racontent des conneries. À quel niveau tu trouves que c'est pas professionnel, par exemple, dans ce que tu as entendu? Moi, ça me paraissait bon. Et après, ils disent pas des trucs de foufou, ouais, c'est sûr, hein, mais bon. Conférence des REC, des fois, c'est inégal. Ça dépend des... Ouais, c'est pas des chercheurs qui travaillent là-dessus, tu as raison. C'est pas des chercheurs. Voilà, des journalistes et des... Ouais. Oui. Là, le débat, ils ont essayé de le définir un peu au début, mais il y en a un qui disait que les débats où chacun défend ses idées, c'est pas des vrais débats, en fait. Si t'es pas certain de de pouvoir changer d'avis, c'est que c'est pas un débat, quoi. C'est juste tu défends ta position, quoi. C'est une argumentation, une disputation, quoi, mais pas un débat. Donc voilà. Après, oui, c'est pas des avocats non plus, c'est sûr. C'est pas des recherches poussées, non, c'est plutôt des gens qui ont une pratique et qui rendent compte de cette pratique, je pense. C'est intéressant aussi, mais c'est pas de la recherche en cognition ou en didactique ou des trucs comme ça. Ouais. C'est des gens, même s'ils n'ont pas forcément une catégorie socio-professionnelle très importante, mais qui ont à cœur d'éduquer leurs enfants, qui ont l'éducation en ligne de mire. Ils veulent les faire grandir dans un monde meilleur. Ils veulent surtout leur offrir le meilleur et de l'éducation. Ça passe par l'éducation. Donc, je n'ai pas de témoignage à vous donner. Ça serait surfait d'influence du milieu social sur... Ouais, par exemple, là, elle ne nous sort pas une étude pour nous dire si vraiment il y a une influence du milieu social sur l'esprit critique. D'ailleurs, je ne sais pas si une telle étude existe dans la mesure où l'esprit critique, ça reste très difficile à définir, quoi. Alors, moi, j'ai fini ma deuxième case, donc je suis assez content. Donc, j'ai mis 1 heure par case, ce qui est excessivement long. J'ai essayé de faire une troisième case. Et peut-être je m'arrêterai là, parce que là, quelle heure il est 19h15. Ouais, on va au moins aller jusqu'à 19h30, peut-être 20h. Je vais essayer de finir mon strip, en tout cas. Voilà, je continue. Par rapport à votre première question, alors, je pense que ça dépend comment on projet, mais en tout cas, curiosité, ça fait partie des dispositions, des attitudes qui sont relatives à l'esprit critique, comme la volonté de s'informer, la propension à changer d'avis. Et je viens toutefois avec Culture G. C'est difficile de déployer son esprit critique sur une thématique dont on ne connaît rien. Il y a l'enjeu des connaissances. Et je pense qu'après, voilà, moi je connais pas de travaux vis-à-vis de l'éducation à la maison. Mais je dirais qu'en tout cas, moi ce que je recommande aux enseignants, je pense qu'il y a un parallèle à faire à la maison, même si c'est pas la même chose. C'est en fait de faire preuve d'exemplarité vis-à-vis de ça, parce qu'il y a toujours cette question de normes. Et donc on recommande nous, aux enseignants d'avoir des pratiques qui, par mimétisme, on peut le transmettre aux élèves. Je pense que c'est plus difficile à tenir au quotidien à la maison, mais dans l'idée. Et sur votre seconde question, oui, voilà. Alors moi, pareil, je connais pas de travaux à ma connaissance, il n'y en a pas. Toutefois, dans les observations qu'on a eues dans le projet de recherche, la AREN, on a observé il est peut-être que dans chercheur, les alors. débats qu'on a pu avoir, là c'était au lycée, dans un lycée où, vraiment grossir le trait, les parents des qui sont médecins, avocats, etc. Il y avait des bons débats, mais il y avait peu de désaccords, il y avait peu de réfutation, il n'y avait pas besoin de nuancer. Il y avait beaucoup de co-construction et en fait, ce que ça relevait, c'est que les élèves avaient tous en gros le même avis. Quand on allait dans un lycée que je ne citerai pas ou qui est beaucoup plus populaire, où il y a les fenêtres de cassé, etc.,
C'était plus difficile de les mettre au débat parce qu'il y avait plus d'agitation dans la classe. Par contre, il y avait aussi des débats super intéressants, très riches, où il y avait beaucoup plus de réfutation, il y avait beaucoup plus de nuances. Au final, il y avait un éventail d'arguments vachement plus riche parce qu'il y avait beaucoup plus de diversité dans les points de vue qu'ils avaient. Et il y a un autre truc qui reste à confirmer, c'est une étude qui date des années 80 sur la différence entre hommes et femmes. Dans le débat, en fait, les femmes vont être plus dans des processus interpersonnels, donc être plus dans l'écoute des autres et construire leurs interventions, leurs arguments au regard de ce que les autres disent. Le but, c'est pas nécessairement de gagner le débat, mais plus de discuter avec les autres, alors que les garçons sont plus dans des échanges intra-individuels où c'est la bagarre. Donc c'est un truc qui date des années 80, il faudrait les répliquer, mais voilà, c'est un peu les observations études que moi je connais. Moi, je me suis souvenu qu'en fait, si j'ai animé des débats en REP, ça m'était pas venu sur le moment. En effet, en fait, la différence finalement, c'est que les exemples ne sont pas les mêmes. Les youtubeurs ou même même l'alimentation, enfin tous les exemples qui sont pris, c'est pas les mêmes référentiels. Par contre, j'ai trouvé les débats plus vifs, mais aussi plus concrets, plus appuyés sur des 8-12 ans en REP, en fait, plus vivants. Mais à chaque fois, comme c'est très cadré, de toute façon, on en sort un peu toujours les mêmes. Ouais, je propose que la question qui vienne sur la dernière, à moins qu'il y ait la question qui va sauver le match de la journée après. Après, on est là cet après-midi, on reste disponible, bien sûr. Donc, une dernière question. C'était simplement sur un point de détail. Vous avez évoqué la disputatio, terme que c'est ce qui a été. J'ai pas l'impression de exactement là. Est-ce que vous La question, je pense, pour moi. Alors, le terme disputatio, c'est un très vieux terme qui désignait les pratiques universitaires depuis la constitution des universités. Donc, c'est du latin, disputatio, dispute. Alors, le cortex, je ne sais pas comment lui, il définit, mais disons que, grosso modo, depuis le XIIe siècle, dans le cadre de toutes les pratiques universitaires de toutes les universités, depuis Bologne, la Sorbonne, Cambridge ou Oxford, ce qu'on appelle une disputatio, c'est quand vous avez deux personnes qui viennent défendre chacun une thèse, et se fait le champion d'une thèse devant une communauté de spectateurs qui, grosso modo, vont ensuite donner un verdict. C'est au sens Rocky contre, comment dire, comment il s'appelle, Apollo Creed, voilà, c'est lui qui a gagné ou c'est l'autre. Donc une disputatio, c'est un exercice formel où une personne était désignée dans une joute oratoire pour défendre une idée. Alors parfois d'ailleurs, c'était pas forcément la thèse de la personne, ça pouvait se faire dans un tirage au sort, mais classiquement, c'est ce que vous avez vu lors du débat, entre guillemets, présidentiel, deuxième tour. C'est pas un débat, c'est une disputatio. Et en fait, c'est un combat. Il s'agit de tuer l'autre argumentairement, donc ça c'est la version vie réelle et pas exercice pratique, allez on tire au sort qui va défendre une idée, parce que moi je fais aussi des ateliers où les gens qui viennent défendre une idée, c'est pas forcément leur idée, on fait des tirages au sort là-dessus, mais ça c'est le quotidien de... Alors pour les enfants, je ne sais pas, mais en tout cas pour les adultes, où on est dans, dès que vous avez deux intellectuels, dès que vous avez deux philosophes, l'esprit critique et la philosophie, c'est un oxymore. Pour remettre en cause là un mythe de la philosophie n'a jamais favorisé l'esprit critique. S'il y a bien des gens qui sont enlisés dans l'antithèse de l'esprit critique, c'est d'habitude la philosophie. Tous les dialogues de Platon dans l'Antiquité, c'est du foutage de gueule, c'est de la littérature, c'est de la fiction, ça n'a jamais existé. C'est pour ça que vous mettez trois philosophes autour d'une table, ils ne seront jamais d'accord. De toute façon, si la plupart du temps il y avait vraiment un esprit critique, 90% des thèses philosophiques seraient intenables. Donc heureusement que ce qui fait la diversité philosophique dans beaucoup de cas, c'est que justement, il n'y a pas d'esprit critique de la part des philosophes concernés. Ils font leur petite œuvre de leur côté, ils développent leur théorie, etc., etc. Et ensuite, lorsque vous avez Husserl qui va rencontrer Heidegger, chacun défend ses positions. Lorsque Sartre va rencontrer machin truc muche, ça va défendre ses positions. Voilà. Alors, ça arrive que de temps en temps, il y a des choses un peu plus construites. Mais là, je suis un petit peu ironique pour la philosophie. Donc, un peu sévère. Hein. Et là, je me fais le porte-voix, mais de manière très critique, parce que la philosophie vit la plupart du temps sur le mythe de l'esprit critique.
Vous faites 5 ans, vous faites un doctorat en philosophie, vous n'avez jamais travaillé l'esprit critique. Vous avez travaillé la connaissance de Tartampion, vous avez travaillé la connaissance des thèses de machin truc muche, mais vous pouvez savoir faire un doctorat sur le doute chez Descartes, mais on ne vous demande pas de douter. De toute façon, si on vous demandait de douter, vous ne feriez pas le parcours qu'on vous demande à l'université. Donc clairement, là même, il y a une sorte, comment dire, de rappel, une bonne petite piqûre d'esprit critique à l'égard de sa propre pratique, pour qu'on soit vraiment dans l'esprit critique en philosophie. Parfois, ça devient même d'autant plus difficile qu'on vient de la philosophie. Parce que justement, on n'est pas du tout... Depuis quand la plupart des philosophes, à 99% des cas, s'appuient sur des connaissances objectives. Bon, voilà, c'est vrai que ça m'avait frappé en lisant notamment Deleuze et tout ça. Enfin, d'autres, hein, des philosophes. Ils te sortent des trucs que tu n'as aucune idée d'où ça sort, quoi. Et tu as envie de leur dire à Jacqueline, mais pourquoi vous dites ça? Quelles sont vos sources, monsieur? D'où ça sort? Il te sort 15 autres trucs dans l'intervalle, t'as rien compris, quoi. C'est vrai que ça m'avait frappé, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des fois, quand certaines personnes sympathiquement disent bon, on va former à l'esprit critique, etc., en utilisant la philosophie, c'est là où je me dis putain, il va y avoir du boulot. Voilà, parce qu'il va falloir déconstruire des images même sur la philosophie. Voilà. Bon, c'est un peu une attaque ironique à charge. Je laisse à votre esprit s'appairer à OD, penser par vous-même, de nuancer et de modérer mes paroles. Mais je vous invite quand même à vous en souvenir la prochaine fois que vous aurez Onfray qui passera sur un plateau télé en face de lui quand il aura... BHL. Par rapport juste à la philosophie, comme j'ai fait des études de philo, moi je dirais que ce que ça m'a appris dans ma pratique de journaliste aujourd'hui, c'est à regarder le monde avec des yeux d'enfant. Et ça, j'avais retenu cette notion de Thomas-Sein, de curiosité, et ça c'est super chouette à faire, et c'est hyper important, retrouver l'enfant qui est en soi pour pouvoir parler aux enfants, aux générations de demain, et aborder les choses de façon... être différente. Ah, c'est clair que c'est pas des scientifiques. Sur votre question sur le disputatio. Okay. Disputatio. J'ai vraiment l'impression qu'on reprend, enfin c'est le terme, mais ça on va pas nécessairement à ça. En tout cas, en recherche en sciences du langage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va caractériser en fait le but a priori du débat. Et après, il y a une analyse vraiment en termes des interactions, des liens entre les interventions. Et on a un truc qui s'appelle le disputatif. C'est vraiment c'est ça, le clash. On a un autre niveau où c'est le cumulatif. Donc il y a en fait un dialogue qui s'instaure, mais il y a des liens entre les interventions qui est vraiment très mince, voire inexistant, mais on sort quand même d'un truc de dispute. Et après, on a le truc dit exploratoire, où on a un lien, un filage entre les différentes interventions. Concernant la philosophie, alors après, sûrement, oui. En tout cas, moi, ce que j'ai observé, c'est qu'on a fait pas mal de débats en philo, dans les classes de philo avec notre à Rennes là, pour le débat. Et ça fonctionnait super bien. Alors après, il est vrai que les élèves débattaient à partir de connaissances du programme en philosophie, mais c'était sur des questions socio-scientifiques. Notamment, on avait fait sur la question de l'eugénisme. Et surtout, je pense qu'il y a un truc super important que pour moi, il faut retenir, c'est que l'esprit critique, ok, on a décrit ce que c'était, mais on a décrit le débat. Et quand on passe sur le volet éducatif, éducation nationale, c'est aussi une question de pédagogie. Et même sur de la philosophie ou pour des questions de normes, de discipline, on peut avoir ce truc très en fait débat collaboratif. Ça n'existe pas, l'esprit critique, on peut considérer que ça n'existe pas en philo. Quand on passe sur le volet éducatif, ben, si on peut en faire, on peut vraiment trouver des dispositifs super. Et il y en a un qui fonctionne super bien, dont on n'a pas parlé, c'est justement les ateliers philo. Et qui se base sur cette pratique-là et qui fonctionne mais vraiment super bien. Et qui est vraiment très bien documenté dans la littérature. Et juste peut-être avant qu'on aille manger, si ça vous intéresse, il y a 2 dispositifs qui existent sur Internet sous forme de jeux de société. Il y en a un qui s'appelle Jeux Discute, qui a été élaboré sur la base des ateliers philo par une prof de philo. Et Jeux Discute, ça se trouve sur Internet. Je crois que son jeu, il vaut 15-20 balles. Il est vraiment chouette. Moi, j'utilise pour les ateliers de formation et avec les scolaires. Et il y en a un autre qui est gratuit avec un format numérique, qui est Expédition Sagesse et qui est en ligne sur le site de Efficience. Voilà, c'est juste si ça vous intéresse d'avoir 2 dispositifs
l'un qui est gratuit, l'autre qui est payant, mais les deux sont vraiment super intéressants pour éducation à l'esprit critique par la porte d'entrée média. Média, pas du tout. Débat. Avec les scolaires et les moins jeunes. Et merci. Bon, j'ajouterais qu'en termes modernes, disputatio, ça se dit Twitter. Hein. Merci à tous les trois. C'est très intéressant. Et bon appétit. Si ça vous intéresse, pour ceux qui sont sur Toulouse ou à titre d'exemple, je vous apportais le programme qu'on a, nous, cette année du Café Philo. Voilà. Alors, malheureusement, je ne pourrais pas trop rester, mais voilà, vous pouvez venir voir, puisqu'en fait, ce qui est la condition du fonctionnement, c'est l'organisation de l'esprit de débat, c'est-à-dire les règles. Voilà. Mais qui, de toute façon, quand vous avez des gens qui viennent troller, on est obligé on a des dispositifs réglementaires pour... Voilà, parce que sinon, ils viennent détruire Ils appellent la police. Bon, bah écoutez... On va s'arrêter là. Je vais quand même finir ma case. Hein. Par contre, on va s'arrêter là pour les vidéos. Je vais mettre une musique. Nilix, eh ben merci pour le follow, Nilix. Ravi de te voir ici. J'espère que tu vas bien. Donc, le stream n'est pas fini, mais il va pas trop tarder. On va pas trop tarder, voilà. J'ai encore une case à finir, voilà. J'aurai fini mon stream et ça fera 2h30 que j'aurai commencé. Donc, pour aujourd'hui, ça ira pour un stream de reprise. Voilà. Et donc, là, j'ai mis de la musique et on ne l'entend pas, évidemment. Ça ne marche pas du tout. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Voyons voir. Il faut que je change peut-être. Voilà. Là, on entend très fort. Voilà. Bon. Je vais continuer comme ça. Hop. Voilà. Oui, donc c'est vrai que les rencontres de l'esprit critique, la qualité est très variable en fonction des... On m'entend... Vous m'entendez avec de la reverb? Non, j'ai l'impression qu'il y a de la reverb. Désolé, j'ai eu des problèmes de son un petit peu. Je vais baisser la musique, elle est trop forte. Voilà. Là, ça devrait être mieux. Oui, c'est un stream de reprise. J'avais essayé de bidouiller pendant les vacances pour améliorer le son et tout. Et du coup, ça marchait plus très bien quand je suis rentré. Donc pour les nouveaux, ici c'est une chaîne de bande dessinée avant tout. Donc là, je fais une bande dessinée qui retrace une expérience que j'ai fait pour un client, hein, pour la Chambre d'agriculture de l'Aude, notamment pour quelqu'un qui fait une thèse là-bas. Donc une dégustation de pommes de terre. Voilà, parce qu'il y a une pomme de terre qui est hégémonique mais qui est en fin de vie, qui s'appelle la Mona Lisa. Et donc le but c'est de chercher la remplaçante à cette pomme de terre. Mais comme les gens n'aiment que celle-là, donc il y a de la recherche et développement au niveau agricole pour essayer de trouver une nouvelle pomme de terre qui la remplace et puis qui en plus soit adaptée à l'agriculture de montagne, donc montagne de l'Aude et du Pays de Sceaux, SAULT, et qui soit adaptée aussi au changement climatique. Donc là, on me voit en voiture en train de rouler vers le Pays de Sceaux pour me rendre à cette dégustation. Et c'est une scène véridique, c'est-à-dire que je dis au gars, oui, je pourrais déguster, mais pas trop parce que je suis en voiture. Et le gars me dit, mais c'est pas une dégustation de vin, c'est une dégustation de pommes de terre. Et je lui dis, ah oui, c'est vrai. J'avais complètement oublié tout ce qu'il m'avait expliqué. Donc, un grand professionnel, n'est-ce pas? Voilà. Bah, écoute.
À bientôt, Marika Junistrum. Oui, donc effectivement, à la rentrée, j'aurai donc toujours les mardis, mercredis et jeudis ces streams où je dessine en écoutant des vidéos. Et puis, il y aura une nouveauté, c'est que j'aurai des streams où je discuterai en direct avec des invités. Alors là, contrairement aux gens qu'on a vus aujourd'hui en débat, ça sera plutôt des scientifiques. Alors le 15 septembre, je discutais avec Pascal Marchand, qui est professeur des universités j'allais dire Toulouse Paul Sabatier, mais ça n'existe plus maintenant, on dit Toulouse Université, puisque l'université de Toulouse s'est enfin réunie en une seule entité. Donc non, on dit Université de Toulouse, je crois, enfin il vous dira ça. Donc il travaille, alors il est prof d'infocom, lui, information, communication, mais il travaille sur beaucoup de sujets, notamment de la psychologie sociale, il travaille sur des sujets concernant la sécurité informatique, mais sur le sujet humain. Lui, il travaille toujours sur les sujets humains. Donc, lui, c'est un vrai chercheur. Hein. Il fait des articles, il fait des... Voilà. Et il a plein de sujets. Et notamment, c'est mon co-auteur sur la BD que je fais habituellement quand je ne suis pas sur une BD pour un client. Donc là, c'est les patates, mais habituellement, oui, il analyse des discours avec Hiram Utek, notamment, tu as raison. C'est un des comment dire, un des secteurs d'activité, on peut dire, un des domaines de recherche de Pascal Marchand. Donc ça, c'est plutôt analyse de discours, voilà, avec un logiciel qu'il a co-développé, Hiram Utek. Et donc, je me suis servi d'ailleurs dans une des vidéos du REC, c'est pour dire le REC, ils invitent vraiment n'importe qui, puisque moi-même, j'y suis régulièrement invité, pour démystifier. Oh, écoute, j'ai failli la passer aujourd'hui, puis je me dis, je ne peux quand même pas passer une vidéo où je suis. Mais il y a aussi Elisabeth Petit et Fanny Devancé. Je la passerai le prochain coup, tant pis. Voilà. J'analyse les discours de Rudolf Steiner sur les races humaines à l'aide du logiciel Hiram Utek. Un moment de gloire. Donc je ferai ça. On le regardera la prochaine fois. Mais je crois que la vidéo est un peu naze comme celle-là parce que c'est pas très bien filmé. C'est filmé automatiquement. Voilà. Bon, bah écoutez les amis. Donc on fera ça à la rentrée. Nouvelle émission avec des invités intéressants. Merci Marika. Et donc pour l'instant, bah voilà, j'ai fait mes 3 cases. Je voulais faire toute la planche, mais je n'ai pas pu. Voilà. Donc, pas passé. Où on voit simplement un gars prendre sa voiture et aller déguster des patates. Bah écoutez, je pense que je continuerai ça demain parce que moi mon but c'est de finir cet épisode sur les patates. Il y a 4 planches avant la rentrée. Voilà. Donc j'espère bien que j'aurai fini ça avant le mois de septembre où je reprendrai Épistémé Azimut, donc l'histoire des théories scientifiques à l'époque médiévale que je réalise et que je co-scénarise avec Pascal Marchand, dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, bah écoutez, je vous dis merci d'être passé sur ce stream et d'avoir discuté. Je vais virer ce filtre parce qu'il est vraiment moche là. Hop, voilà, c'est mieux. Voilà, merci d'être passé et d'avoir discuté. Et puis à bientôt, donc prochain stream probablement demain après-midi vers 16h. Voilà. On continuera cette planche et on écoutera une autre vidéo, pas du REC, d'autres choses. Peut-être, comment il s'appelle ? Pas Pascal, c'est... je vais dire ça. Collège de France, là c'est plus sérieux.
François Héran. Colonialisme et immigration. Voilà. C'est aussi un des sujets qu'on écoute. Ou alors peut-être Richard Monvoisin, qui parle d'esprit critique et d'autodéfense intellectuelle. Ou alors peut-être une vidéo des Rasoir Doc, qui est une association aussi d'esprit critique à Toulouse et qui invite plutôt des doctorants à parler d'un sujet dont il est très spécialiste. Et ça, c'est intéressant aussi. Voilà. Eh bien, bonne soirée et puis à bientôt. Salut! Et vous savez, vous êtes 3. On va faire un raid. Hein? Bougez pas surtout. Restez là. Je vous envoie quelque part. Parce que... Les statistiques. Tu veux